Au cœur de la mêlée avec bien sûr toute l'équipe Sud Radio, Daniel Herrero qui nous rejoint. Salut Daniel. Yoann Huget qui est là et Philippe Spanghero. Salut Philippe, bien sûr. On t'a entendu dans cette fin de match difficile pour les Rochelais, on va y revenir. Et puis le temps aussi quand même de remercier Julien Thomas qui était avec nous depuis le début de l'après-midi. C'est pas la meilleure après-midi qu'on ait passé, Julien, mais en tout cas merci. Pour des clubs français, c'est pas la meilleure. Mais il nous reste Toulouse pour demain. Et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée et de bonnes émissions. Allez, on va. Merci, la bise, Julien. Bien sûr, on est ensemble pour parler rugby, on le disait, pour parler de cette Champions Cup, pour aussi réagir à cette élimination du champion en titre, voilà, qui n'a pas bien galopé, j'ai envie de dire, Daniel. Daniel, le champion est éliminé. Hein. Le champion en titre, La Rochelle, est éliminé. C'est quand même la grosse information de cette fin de soirée. Oui, on pourra dire quand même que la défaite de La Rochelle, double champion d'Europe dans les 2 dernières années, dominateur sur le rugby européen quasiment depuis maintenant 2 grosses saisons tout azimut, la défaite et en même temps, j'allais dire, la fessée, pour ne pas dire l'humiliation, tu vois, sur le déroulé du match qui amène les Rochelais à s'incliner. Et avec eux quasiment une partie importante du rugby français, je dirais. Après, il va falloir qu'on analyse dans le détail. Mais voilà, c'est à la fois une considérable déception et en même temps, c'est une douleur plus au-delà de la seule défaite de notre équipe de La Rochelle. Humiliation, c'est le mot prononcé par Daniel Herrero. Yoann Huget, tu partages ou pas? L'humiliation? Ouais. Moi, je pense que oui, à ce terme-là, on est sur un quart de finale. On pensait que La Rochelle avait les moyens de tenir tête à ce Leinster, comme ils l'ont montré sur les 2 dernières finales, mais ils sont arrivés à... Ils ont pris la marée bleue, tout simplement. Ils ont pris la marée bleue et on n'a jamais senti cette équipe rochelaise pouvoir les renverser. Philippe Spanghero, humiliation ou pas? Tu partages le qualificatif de Daniel? Oui, humiliation par le score et le contenu. Alors on a voulu y croire avec cet essai Rochelais juste avant la mi-temps où on avait en tête le scénario des 2 dernières saisons. Mais à part on n'avait pas le même La Rochelle que sur les 2 dernières finales. Je l'avais dit avant le match, c'est vrai qu'il courait après un match référence. C'était un quart de finale et pas une finale. Cette montée en puissance, elle a été poussive quand même côté Rochelais. La semaine dernière, il y a un match gagné au forceps contre une opposition qui, dans leur sphère offense, n'avait rien à voir avec ce qu'a proposé le Leinster. Et vraiment, la marche était trop haute, clairement. Donc, il y avait une division d'écart aujourd'hui et c'est vrai que l'ampleur du score pour le champion d'Europe en titre, on est obligé d'employer ce mot-là pour cette prestation. Alexandre, tu as commenté ce match, voilà, à la 60e, il y avait les 40 points encaissés. Autant dire en plus que oui. Voilà, c'est allé vite et c'est allé fort. Hein. C'est allé vite effectivement. D'ailleurs à la mi-temps, quand on fait le bilan de ces 40 premières minutes et qu'on se dit qu'il n'y a que 10 points d'écart, on est tous là d'accord à dire que cette équipe de La Rochelle avait limité la casse le plus possible. Et c'est logique. Cette seconde période, elle est logique. La Rochelle craque. La Rochelle n'a pas réussi non plus à détruire cette défense du Leinster, parce qu'on avait vu que ça avait été la stratégie adoptée en seconde période la semaine dernière au Cap, cette destruction massive avec des gros porteurs de balles, Skelton, Antonio, Botia, voilà, Aldrit. Là aujourd'hui, l'Irlandais ne reculait pas et La Rochelle s'est retrouvée face à peut-être au manque d'élaboration de son jeu. Le plan A n'a pas fonctionné, il n'y avait pas de plan B. Oui, Daniel, c'est la fin entre guillemets d'un cycle. Voilà, tu as connu ça comme entraîneur. C'est pas facile de maintenir son équipe toujours au sommet. La Rochelle a gagné 2 titres. Est-ce que c'est la fin de quelque chose ou au contraire il va y avoir une remobilisation possible pour le championnat? Alors, c'est très, très difficile de signer la fin d'un cycle. On pouvait le faire pour le 15 de France quand il a mis le genou à terre il y a 3 mois ou 4 mois contre l'Afrique du Sud en quart de finale. On sentait bien qu'il y avait quelque chose qui arrivait à terme. Pour ce qui est des Rochelais, on n'est pas formel là-dessus. Il reste que depuis les 2 titres Rochelais, le dernier notamment, il y a quasiment un an jour pour jour, on voit quelque chose qui signe dans le jeu.
et dans l'attitude, dans le comportement, dans les analyses, dans le mode de fonctionnement des joueurs, des coachs, des entraîneurs, du club dans son ensemble, y compris du public. On voit à La Rochelle des signes que l'on définirait comme étant ou un peu d'usure, ou un peu de fin de cycle, ou quelques gros porteurs. C'est une vieille expression que j'aime pas trop, mais porteurs généraux, c'est-à-dire ceux qui ont à la fois le jeu, la stratégie sur leurs épaules dans cette équipe de La Rochelle. On voit des signes qui sont, je dirais, qui vont vers le moins, quoi. C'est moins pétillant, c'est moins dans l'allure, c'est moins dans la gaillardise, c'est moins dans la fraîcheur athlétique, c'est moins dans la conviction du jeu. La Rochelle a un jeu honnêtement extrêmement simple depuis des lustres, très très basé sur l'extrême puissance et la gaillardise de son pack d'avant, géré par des demi qui ont de la lucidité, d'occupation du terrain, de prise d'initiative quand on arrive dans les zones euphorisantes de la marque, essentiellement encore une fois à partir de l'an. Tout ce secteur-là, il s'est trouvé entamé. La Rochelle, depuis un an, annonce lentement et sûrement quand même qu'elle va non pas vers la décadence, mais vers le moins. Et après, ils en ont tenu compte à des degrés divers. Ils sont sauvés par, leur conscience. Ces joueurs de La Rochelle auraient été jusqu'au bout, et notamment aujourd'hui, encore dans la vaillance, encore dans l'application, mais tout le temps dans le labeur, jamais dans l'aisance, jamais dans l'huile, jamais dans le rythme, jamais dans l'augmentation du rythme de leur construction de jeu. Et donc, à partir de là, on a la sensation quand même que c'est un peu, pour une vieille expression, mais l'anatomie d'une chute annoncée, quoi, tu vois, ou un peu, on le voit arriver, on le voit moins arriver chez les Bordelais qui aujourd'hui aussi ont mis le genou à terre, on le voit pas du tout arriver chez les Toulousains, on verra bien demain quand même, mais on voit surtout arriver, non pas, enfin arriver c'est pas le mot, mais conclusion de cette première analyse, on voit arriver l'incroyable domination, la constante de la domination du produit rugbyistique irlandais, voilà, et à tous les titres, dans les hommes, dans le talent collectif, dans les stratégies, dans la rigueur de préparation des hommes sur le haut niveau, à toutes les étapes de l'année, ce rugby d'Irlande, pour l'instant, il nous domine de la tête et des épaules et on en fait une dure expérience aujourd'hui. Ouais, ça va devenir même un peu un complexe, Yoann Huget, quand même. Voilà, on a l'impression que c'est ce que Alexandre disait dans son commentaire, mais qu'il y a deux cohérences de dynamique de saison qui sont affrontées et qu'il y a une forme de logique. Le résultat de ces 40-13 encaissés par les Rochelais, Yoann. De logique, je sais pas, parce qu'on avait envie d'y croire. On sait, après, ça se joue aussi avec l'expérience des Rochelais. On se dit, ils savent comment les battre. Donc, on avait envie d'y croire, mais quand on voit la prestation du 8e de finale où ça passe ric-rac, vous savez, à chaque fois quand ça passe ric-rac, au bout d'un moment, face à une équipe qui est vraiment en place, face à une équipe qui maîtrise son sujet depuis des années et qui passe pas loin. Aujourd'hui, ils avaient vraiment très très faim, cette équipe du Leinster, et je pense qu'il manque un peu de fraîcheur du côté Rochelais. Ils se sont déplacés au Cap, du Cap ils sont partis à Dublin, donc voilà, ça fait quand même beaucoup pour les organismes, avec des joueurs clés qui étaient manquants. Voilà, tout n'était pas réuni en faveur du Stade Rochelais pour une troisième fois battre cette équipe du Leinster. Mais c'est à l'image de leur saison, un peu en dents de scie, à l'image du dernier match qu'ils font. C'est majeur. Les indicateurs nous montrent depuis maintenant 8-10 mois dans l'équipe de La Rochelle rien qui laisse montrer une amélioration, quoi, tu vois. Donc quand même, moi je dis c'était. Oui, mais après c'est des postes Coupe du Monde, avec des joueurs qu'il faut ménager. On pense à Greg Alterit qui a été ménagé, Kelton qui revient juste là, Botia qui revient aussi. Donc c'est des joueurs qui sont à court physiquement et qui vont retrouver leur pleine puissance peut-être pour la fin de saison, on l'espère. Mais en tout cas, depuis le début de la saison, ils tournent avec des joueurs blessés, des joueurs qui sont en méforme, et ils arrivent sur ce quart de finale avec quelques absents de marque aussi pour pouvoir rivaliser face à cette équipe du Leinster. Si tu n'es pas à 100% dans tous les côtés, dans tous les secteurs, tu ne peux pas rivaliser parce que c'est une machine et qui d'une fois commence à te broyer, elle a cette capacité à tenir le score, à tenir le ballon. Et on l'a vu, il y a jamais eu un coup de mou, même quand ils ont pris le score de l'équipe du Leinster. Philippe,
Ouais, Philippe Spanghero, quand même, on a l'impression qu'ils sont devenus trop prévisibles, ces Rochelais. Leur puissance faisait des dégâts, ils étaient vraiment dévastateurs. Là, quand même, on a vu en début de match, quand tous les joueurs étaient frais, Antonio se faire stopper, on va dire, dans les situations dans lesquelles les gros porteurs, comme on dit désormais, interviennent. Lui, Skelton, voilà, il faut régénérer aussi dans le style. Ben oui, mais c'est pas facile parce que je me pose la question, quand le plan A marche pas, il y a pas de plan B, mais c'est quoi le plan B quand tu te fais casser la gueule? C'est assez simple après derrière, hein, tu peux avoir les plans que tu veux. C'est vrai que ils ont manqué de fraîcheur beaucoup. C'est une équipe en trompe-l'œil qu'on a vu aligner aujourd'hui du côté de La Rochelle, comme le disait Johan, ce qu'on appelle les gros porteurs et les joueurs quand même majeurs de cette équipe pour faire ces différences et ceux qui ont permis en grande partie de faire gagner les précédentes finales. Botia, Skelton, Dulin. Dulin n'était pas là. Skelton et Botia avaient joué leur premier match la semaine dernière et je le répète, l'opposition n'avait rien à voir avec ce qui leur a été proposé aujourd'hui. Et donc, pour moi, les signaux étaient vraiment très négatifs du côté de Dulin aujourd'hui pour les Rochelais. C'est vrai que l'ampleur du score pose question. Pour répondre à ta question tout à l'heure, je crois pas qu'il y ait vraiment une fin de cycle parce que je trouve que La Rochelle a bien recruté. Il y a un recrutement intelligent avec une génération qui Jack Noël, est-ce que c'est vraiment une recrue importante? Est-ce que Teddy Ribaren a changé les choses? Non, mais Astoy, c'était il y a 2 ans déjà, tu vois. L'atout, oui. L'atout est un joueur qui est devenu un joueur important. Astoy, en effet, c'était il y a 2 ans. T'as des joueurs qui se confirment, comme Tanga, qui arrive aussi à son meilleur niveau. Oui, mais qui part. Ouais, Tanga, Cancorier. Enfin, non, je trouve qu'il y a encore de la promesse dans l'effectif de cette équipe rochelaise. Après, honnêtement, c'est très difficile de maintenir de la très haute performance comme ça sur des durées aussi longues. Et pour moi, je pense que c'est dans cette difficulté que peut-être il peut y avoir des sujets avec le manager Ronan O'Gara qui est très clivant. Et je pense que le rôle du management aussi dans cette période un peu de doute, parce que quand tu es 2 fois champion d'Europe en titre et que tu te fais sortir en quart avec cette prestation, ça pose des questions quand même. C'est une équipe de La Rochelle qui a perdu 4 ou 5 fois à domicile en top 14 cette saison, alors avec les raisons qu'expliquait Johan tout à l'heure. Mais en effet, le doute peut vite s'installer dans les têtes. Il faudra tout de suite qu'ils arrivent à rebondir en top 14 et honnêtement, c'est pas évident. Et juste pour être complet sur ça, La Rochelle est au taquet de la masse salariale et il n'y a plus un espace dans la masse salariale et La Rochelle a fait énormément de prolongations, donc il ne faut pas non plus s'attendre à un recrutement important du côté des Maritimes. Ouais, et Yoann Huget en plus a arrêté sa carrière. Sauf une, Alex, qui s'appelle Teddy Thomas, qui prend pas mal d'argent, je pense. Bon, allez, ok. Allez, hop. Ouais, juste le mot de la fin. C'est à peine pointé du doigt. Le mot de la fin sur La Rochelle avec toi, avec toi, Daniel. Le mot de la fin, c'est que ça fait un moment qu'ils ont le genou à terre, et là, ils ont été finis. Tu vois, sur tout ce que l'on ressent. On dit apparemment ils sont usés, incontestablement ils le sont depuis un moment, on n'a pas pu l'arrêter cette usure-là. On dit les fameux gros porteurs, ils ont aussi des variations dans leur santé, dans leur hiérarchie, qui sont plus gros porteurs du tout. On dit dans la gestion du jeu, on n'a pas vu d'amélioration dans la construction. On dit les grands cadres gestionnaires, ils se sont avérés plus sur l'ensemble de la saison, plutôt des ordinaires. On dit le renouvellement a eu lieu dans aucun secteur à La Rochelle, honnêtement. Pas de secteur dans la stratégie, on n'a pas vu quelque chose qui a changé dans le 15 de La Rochelle, dans la quête d'une évolution. On dit simplement où pointent les jeunes dans ce collectif de La Rochelle qui semble avoir pas mal recruté, mais il y en a beaucoup qui vont partir, ou quelques-uns qui vont partir. De fait, il y a plein de vernes, quoi. Un jeune pinard de 20 balais que l'on va presque sacrifier dans 2 derniers matchs où sa fraîcheur à lui va faire sans aucun doute la différence et va donner presque une satisfaction à toute l'équipe. Le bonheur de La Rochelle dans ces derniers temps, c'était que, il y a Pen Verne, c'est-à-dire un jeune, quoi. Mais les 2 ou 3 autres jeunes qui ont mis le nez 2 ou 3 fois dans la fenêtre, ils n'ont pas été conservés ou ils n'ont pas été imposés, j'allais dire, dans la dernière phase. Bon, La Rochelle, honnêtement, elle s'est fossilisée sur ses schémas de jeu, quoi. Et à partir de là, sur ces schémas de jeu et sur ces points forts, installé dans la conscience des gens, quoi, qui est robustesse et lucidité de gestion. Eh bien là, robustesse
souffrante, pour ne pas dire décadente, et lucidité de gestion. Sans aucun doute qu'il manquait Brice. On peut dire ça, mais ça serait encore, à mon sens, une limite d'analyse, quoi. Voilà. Bon, maintenant, il nous reste à espérer que la fraîcheur toulousaine, ou tout au moins la constance toulousaine à un bon niveau de construction de jeu et de fraîcheur athlétique fasse ses preuves demain. Parce qu'aujourd'hui, pour le rugby français, quand même, c'est un emplâtre copieux dans le museau. Ouais, avec les Toulousains qui affronteront les Anglais d'Exeter. Voilà, ça sera 15h30 sur Sud Radio à partir de 15h30. Bien sûr, on le vivra en direct en intégralité. Revenons quand même avec vous, messieurs, sur notre qualifié pour les quarts de finale qui était l'Union Bordeaux-Bègles, voilà, qui recevait les Harlequins dans la fournaise de Chabandelmas aujourd'hui. Défaite 41-42. Voilà, on a vu des essais, on a vu du jeu, mais on a surtout vu les Bordelais, Johan, qui ont couru après le score et après ces Anglais des Harlequins qui sont joueurs, hein, comme on les avait vus contre les Toulousains en phase éliminatoire. Qualificatif. Oui, une très très belle équipe d'Angleterre, des Anglais, des Harlequins, qui nous a surpris par sa capacité à tenir sur tout le match, justement, à vouloir jouer. Je vois cette pénalité où ils peuvent pas rendre les 3 points et repasser devant. Ben non, ils prennent la pénale touche et ils arrivent à marquer cet essai qui est refusé d'ailleurs, mais mentalement cette option-là et ce choix de jeu fait mal psychologiquement aux Bordelais qui derrière arrivent à revenir. Mais leur entame de match et leur mêlée a été trop faible aujourd'hui pour pouvoir rivaliser et l'emporter. Quand on prend 40 points à la maison, c'est compliqué de gagner un match. Hein. Sincèrement, c'est compliqué. Et ils se sont laissés un peu embrouillés par cette équipe d'Harlequins. Mais je pense qu'ils auraient dû fermer un peu plus le jeu, être un peu plus virulents en défense. Et voilà, le dernier essai, il remonte 80 mètres quand même. En fin de match, c'est colossal. Hein. Sous la chaleur, comme vous dites, je pensais qu'ils allaient exploser à la 60e. Un changement qui a été fait à la 65e, 70e du pack, tellement qu'il dominait devant. Donc voilà, on a vraiment assisté à un très très beau match. Mais une absence côté bordelaise des 15 premières minutes qui a été préjudiciable sur la fin de match. Moi, j'avais juste une question. Ouais, vas-y. Je vais peut-être passer à côté, mais où était Damien Penaud ? En tribune. En tribune. Il était forfait de dernière minute, entre guillemets, de veille de match. Il était, on va dire, comme Jalibert, on va dire un peu protégé pour la suite en top 14, quoi. Voilà. Juste un petit pour dire au revoir à Philippe Spanghero qui doit nous laisser. Juste réagir sur cette UBB. Comme tu veux, Philippe. Philippe. Et après, on va donner bien sûr la parole à Daniel. Mais Philippe, quand même, cette UBB, on a entrevu ses limites sans ses ténors, on va dire sans Jalibert, sans Penaud. Est-ce que ça assombrit ou pas sa fin de saison ? Non, je crois pas, parce que bon, clairement, c'est une équipe qui est pour moi pas encore calibrée pour prétendre à jouer des titres sur les deux tableaux. Il y a un manque d'expérience. J'avais dit que je pensais que cette expérience renforcée par le fait qu'elle ait été acquise par les joueurs qui jouent en équipe de France et puis par ceux qui sont arrivés, qui l'avaient par ailleurs, notamment Damien Penaud, mais qui jouaient pas finalement, pouvait un peu compenser ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, voilà, il y a l'UBB a pas été à la hauteur de l'événement, a pas été au rendez-vous. Il y a cette entame de match complètement ratée. Il y a cette incapacité à tenir le score quand ils l'ont repris, parce qu'ils reviennent de très très loin quand ils reprennent le score autour de la 60e, à 34-35 je crois de tête. Et là je me dis qu'ils ont fait le plus dur, que mentalement le match a basculé. Et comme Johan, que les Harlequins vont pas pouvoir tenir le rythme jusqu'à la fin du match. Et puis c'est pas le cas, et donc ils se font reprendre à nouveau au score. Il y a eu un coaching très tôt à la mi-temps. On avait dit la semaine dernière que finalement le jeune Garcia avait tenu la comparaison avec Mathieu Jalibert, et puis là on a vu quand même les limites face à une opposition qui s'était élevée en termes de rythme. Très surpris par contre par cette équipe des Harlequins, parce qu'elle a proposé en conquête, et l'UBB a touché sa limite là, mais bon, ça fait partie de la progression de cette équipe qui, je crois, a de l'avenir. Mais en tous les cas, juste Philippe, si Maxime Lucu met la dernière transformation, est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'aujourd'hui on est en train de débattre sur le fait de ils sont en construction, c'est ce que je veux te dire, hein, parce que non mais c'est sérieux.
Non mais sincèrement oui, parce que quoi qu'il arrive, quand tu te donnes le droit après la phase de poule qu'ils ont fait de te faciliter le parcours en recevant avec un public exceptionnel encore aujourd'hui à Chabannes-Delmas, une équipe qui a priori est pas un des cadors quand même de cette compétition. Hein. Quoi qu'il arrive, même si tu gagnes au forceps, tu te dis que tu es en construction. C'est pas le genre de match où tu dois être mené de 14 points à la 12e et où tu dois prendre les essais que tu prends aujourd'hui. Et de 16 points à la mi-temps. Donc oui, ils auraient gagné, j'aurais dit la même chose, alors avec une conclusion différente pour eux, mais voilà. Oui, j'espère que j'ai répondu convenablement à ta question. Non, mais tu réponds toujours convenablement. Daniel, pour effectivement nous éclairer sur cette position de l'UBB qui reste quand même, on va dire, à la fois séduisante et un peu inquiétante aussi par ses limites. Eh bien, c'est ça, François, c'est ça. L'UBB, on voit dans la dernière saison, la saison écoulée, là, sur son top 14, on voit quelque chose qui ressemble à de l'enthousiasme de construction, à un appétit de faire des choses sur le terrain, un volume de jeu à peu près constant, tout azimut, à la maison comme à l'extérieur. Et on voit en conséquence de ça, qui est très réjouissant, dans la progression de cette équipe, avec des joueurs quand même, plus de la moitié de ces joueurs ont quand même côtoyé le niveau international. C'est assez difficile de dire qu'il manque d'expérience quand même, quoi, tu vois. C'est-à-dire quand même, t'as la moitié des joueurs, bon, devant un peu moins, mais enfin quand même, il y a quelques citoyens devant qui ne font pas rire à aucun niveau, ni dans la combativité, ni dans la qualité de leur jeu et de leur puissance. Mais en même temps, derrière, bon, n'y revenons pas. Bon, effectivement, là, sur le dernier match, sur le match d'aujourd'hui, on voit une ou deux absences dites préjudiciables. Mais l'allure générale, c'est que l'UBB, ça fait du rugby, ça fait propre, ça fait volontaire, ça fait plutôt joyeux, ça fait plutôt entreprenant et ça donne un potentiel sympathie incontestable. Mais en même temps, ça fait de l'irrégulier. Parce que tout ça est un peu haut à l'heure actuelle avec le talent collectif, avec le jeu collectif. Ils jouent, mais ils ont du déchet depuis régulièrement, ce qui fait qu'ils en ont perdu 2 ou 3 à la maison, ils en ont gagné 2 ou 3 dehors, ce qui fait qu'en même temps, c'est pas des absences, mais c'est des difficultés à maîtriser de A à Z. Aujourd'hui, c'est quand même un assassinat mortifère, mais tu verras, ça avait été le cas de l'équipe de France en quart de finale contre les Springboks. Mais c'est mortifère de d'avoir à la fin du premier quart d'heure 15 points dans le nez. Le match il est presque perdu. Comment il va falloir marquer maintenant 20 de différence, tu vois, pour dominer. C'est considérable. C'est aussi un signe quand tu manques de façon aussi évidente, aussi manifeste, tout azimut, quoi. Et là-dedans, quand tu analyses pourquoi on manque, tu t'aperçois qu'il y a 1 ou 2 secteurs qui sont justement une des fragilités de l'UBB, en l'occurrence la puissance certaine. D'ailleurs, l'UBB n'a pas une équipe qui aujourd'hui, sur ses bases de jeu, atteste régulièrement, tu vois, un haut niveau. Voilà. Et bien aujourd'hui, ils mangent un peu en mêlée dans les 20 premières minutes, ils mangent un peu en touche sur l'ensemble de la première mi-temps, et ça va leur donner une difficulté majeure, que leur potentiel jeu va un peu réveiller en seconde mi-temps, mais enfin qui va être insuffisant. En d'autres termes, ils sont séduisants. Je rejoins l'analyse qui est, ça manque. C'est difficile à dire, tu vois, ce qu'on ressent chez les Irlandais, par exemple, d'aujourd'hui du Leinster, mais ça manque de cette rigueur et constance qui n'altère pas l'intention de jeu. Voilà. L'UBB a des bonnes intentions de jeu, l'UBB est séduisante, l'UBB est plutôt gaillarde, mais dans la constance, dans la méthode, dans la rigueur d'ensemble, eh bien, il en manque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ils mettent le jeu dans la terre. Mais il est vrai aussi, malgré tout, qu'un point de plus, la transformation de l'UQ nous aurait quand même peut-être autorisé à dire enfin l'UBB jusqu'au bout est allé chercher avec les dents une victoire importante. Ouais. On va écouter Yannick Bru, tiens, justement, sur cette défaite qui souligne selon lui les carences de son équipe et écouter Nicolas Delage, enfin grâce à Nicolas Delage. Cette compétition, elle a ce côté magique, les émotions qu'on a vécues, bon, un match particulier encore aujourd'hui avec 42 à 41. Mais elle a aussi cette capacité à t'envoyer une énorme tarte dans la figure et te dire ça s'arrête aujourd'hui, t'as été trop moyen. Et là, il faut compter les valides, faire preuve de solidarité et se retrousser les manches pour le deuxième chantier qui est le top 14. Donc on va voir si on est des grands garçons maintenant pour se remobiliser. Remobilisation possible ou pas, Johan, pour justement bien terminer, aller un peu plus haut que ce qu'ils ont fait jusque-là, c'est-à-dire les demi-finales du top 14, les Girondins? Possible, c'est qu'ils ont les capacités. Après, il fallait dans le top 6. C'est dur.
voilà, il faut aller dans le top 6, donc il va falloir cravacher. Ils sont 6e. Mais ils ont les capacités d'avoir de rester dans les 6 et surtout. Mais, non, mais ils ont surtout après ce revers quand même qui est dur, qui se joue une transformation oui, aussi. Mais c'est un quart de finale, donc tu as le temps de te remobiliser, tu as le temps parce qu'il va y avoir les demi-finales de Coupe d'Europe, la finale, ils ont le temps de partir en stage, de se remobiliser, voilà, ils ont la chance et la malchance, c'est qu'ils sont quand même éliminés en quart, malgré ce beau parcours. Ils ont certes sont déçus de leur prestation d'aujourd'hui, mais ils ont quand même un groupe de qualité qui est capable d'aller chercher des performances maintenant à l'extérieur, chose qui leur manque un peu en top 14, donc ils ont plus que ça à se concentrer, ils ont plus que ça à aller chercher, ils vont le faire. Daniel. Ouais, juste pour finir, François. Tu vois, moi je suis assez séduit sur l'analyse de Yannick Bru qui dit quand même, on fait des efforts, c'est pas mal, on est assez content, mais quelle douleur de perdre en quart, quelle douleur de voir les hommes qu'on a quand même beaucoup travaillé. Mais en même temps, quelle douleur impensable d'être malgré tout aussi approximatif dans les 3 ou 4 secteurs essentiels de la pratique du rugby collectif, du rugby de haut niveau, qui est encore une fois la conquête, qui est la préparation mentale. On ne peut pas mentir à ce niveau-là. 20 minutes devant 70 000 personnes. Vous savez que pour moi, exagérer n'est pas mentir. Mais au niveau de... Mais quand même, non, mais ce public-là, cette ville-là, ce stade-là, il est incroyable, il est phénoménal, il est réjouissant, il est enthousiasmant, il est purgissant dans le rugby français. Tu vois, tu perds là parce que tu manques les 20 premières minutes. Qu'est-ce qui se passe dans le ciboulot d'une grande équipe? Non, tu vois, je suis désolé, Yannick. Là, honnêtement, je pense que c'est dans le jeu collectif, il y a encore des espérances. C'est même pas dans le talent des hommes. Moi, je les trouve presque tous, à tous les niveaux, assez talentueux et honnêtement capables de faire, a priori, nettement mieux, surtout dans la première partie de match de ce niveau-là, quoi. Ouais. Voilà les collègues. Eh ben, on te remercie Daniel d'avoir été avec nous, bien sûr, pour ce Au cœur de la mêlée spécial Champions Cup. Demain 15h30 sur Sud Radio, Alex, on sera tous ensemble pour pousser. C'est notre dernier espoir de Champions Cup, mais on sait quand même que les Toulousains sont motivés. Hein. Avec David Gérard et Rémi Messeke. Ouais. Merci Daniel, à bientôt. Johan, juste un petit mot sur les Toulousains. Romain Tamac préféré à Thomas Ramos. C'est la logique managériale, on va dire, du Stade Toulousain. Hein. Bah oui, Romain Tamac préféré, je sais pas, mais en tout cas c'est la continuité de ce quart. Quand on gagne de ce 8e, quand on gagne un 8e, dire à un joueur tu vas pas jouer le quart alors que finalement c'était un match assez rude et il a répondu présent dans la tactique, physiquement il a répondu présent. Et là le choix du staff c'est d'avoir la capacité à la 60e de remplacer peut-être Romain ou Blair par Thomas Ramos, un banc assez luxueux côté Stade Toulousain avec Julien Marchand, Thibaut Flamand, Rodrigue Netti. Voilà, c'est. Et moi, c'est Kinghorn en fait que j'aurais mis sur le banc vu qu'il peut couvrir 10-15 lui aussi. Mais pourquoi il a joué il a joué le 8e, Alex? Tu veux dire un joueur qui a gagné un match? Bah ouais. Tout ça parce qu'il est écossais. Allez, il faut qu'on conclue, messieurs. On va. Difficile, mais en tout cas, le choix de la continuité, pour moi, il est cohérent par rapport au staff toulousain et faire entrer Thomas dans le groupe et par le banc est très bien. Demain, 15h30, Sud Radio. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr demain et on vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.